Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ces journées d'échange régional petite enfance. Comme vous le savez, elles sont organisées par le dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé depuis 2018. Ces journées, d'habitude organisées en présentiel durant la semaine des droits de l'enfant en novembre, ont pour vocation de partager d'abord une connaissance scientifique commune entre les professionnels qui entourent le jeune enfant de sa conception jusqu'à ses 3 ans. Deuxièmement, de sensibiliser, outiller les professionnels et partager des bonnes pratiques. Et enfin, de faire connaître et valoriser les initiatives locales et régionales. Comme vous le savez aussi, ces journées étaient initialement prévues en présentiel avec un partage d'un petit déjeuner et d'un déjeuner, et les conditions sanitaires actuelles ont fait que l'ARS et le DRAPS ont décidé de transformer le format de cette journée en une série de 5 visioconférences d'1h30 pour laisser place aux apports de connaissances pendant 1 heure et surtout 30 minutes pour l'expression de questions issues de la consultation en ligne auprès des professionnels de la périnatalité sur la région Occitanie, mais aussi de vos questions que vous pouvez poser au fur et à mesure des présentations sur le chat en ligne. Donc aujourd'hui, c'est une visioconférence dont le thème est l'alimentation de la femme enceinte et du bébé. Toutes ces visioconférences, ces 5 visioconférences ont été travaillées par un comité d'une quinzaine d'experts, professionnels de la périnatalité, professionnels de la petite enfance, l'ARS, l'IREPS, les coordonnatrices de PMI et beaucoup d'autres personnes. Le dossier de connaissances qui vous sera remis par mail d'ici ce soir a été construit par le comité d'experts et rédigé par Émile Beck du CREAI ORS Occitanie, que nous remercions tout particulièrement. Il sera également téléchargeable, ce dossier, sur le site du DRAPS, à l'adresse https://draps-occitanie.fr. Et l'intégralité des visioconférences sera disponible sous forme de capsules vidéo d'ici début janvier sur le site du DRAPS. Enfin, les organisateurs nous demandent de vous rappeler de répondre à l'évaluation en ligne qui vous sera transmise avec le dossier de connaissances. Donc, je remercie, avant de présenter cette table ronde alimentation de la femme enceinte et du bébé, le comité d'experts, l'ARS, l'IREPS et tout particulièrement Marie Donus et Guillaume Reis, chargés de communication, sans qui les conférences au fond dématérialisées ne pourraient avoir lieu, au format dématérialisé ne pourraient avoir lieu. Donc, pour aujourd'hui, nous allons écouter 4 conférences. La première par Laurent Chevalier, qui est un médecin nutritionniste attaché au CHU de Montpellier et à la maternité Clémenville. Vous verrez qu'il vous parlera de ses travaux, de ses conseils et de son expérience sur le terrain. Nous écouterons ensuite le docteur Béatrice Jouret, pédiatre au CHU de Toulouse, qui vous parlera de prévention. Nous écouterons rapidement, malheureusement, parce que nous n'avons pas le temps, Christine Desquet, qui rapportera vraiment de manière condensée son expérience de bulle ronde, une éducation thérapeutique dirigée vers les femmes enceintes en surpoids. Et enfin, nous écouterons les données de Sylvie Cassadou, qui est médecin épidémiologiste au CREAI ORS Occitanie. J'ai oublié de préciser que Christine Desquet était donc sage-femme au CHU de Toulouse, à la maternité du CHU de Toulouse. Je donne la parole immédiatement au docteur Laurent Chevalier, et les personnes se passeront la parole sans que j'intervienne pour que nous puissions garder 30 minutes d'échange. Merci. Je me joins à Madame Taubert pour remercier absolument tout le monde sur une organisation qui est assez complexe, puisqu'on n'est pas en présentiel. Donc, je vais vous parler plus spécifiquement de l'alimentation de la femme enceinte. Donc, c'est des ateliers aussi que l'on fait depuis pas mal de temps à la clinique Clémenville. Et je suis aussi attaché effectivement au CHU de Montpellier. Alors, sur l'alimentation, elle est tout à fait fondamentale, bien sûr, pour la femme enceinte, puisque le fœtus va se nourrir des nutriments, des micronutriments que va avoir la femme enceinte et que va lui transmettre la femme enceinte. Et il y a d'autres dimensions qui sont apparues, donc des dimensions microbiologiques qui existent bien sûr depuis quelque temps, mais surtout des dimensions toxicologiques, puisque
eh bien, il y a un certain nombre de substances qui vont traverser la barrière fœtoplacentaire et qui vont impacter le fœtus. Et en impactant le fœtus, eh bien, c'est l'avenir même de la santé de l'enfant et du futur adulte qui est en jeu. Donc, cette alimentation est tout à fait fondamentale sur les aspects nutritionnels purs, mais également sur d'autres aspects qu'on doit absolument prendre en compte aujourd'hui, et notamment les perturbateurs endocriniens. Alors, ce qu'il faut savoir sur le plan des besoins énergétiques, eh bien, les apports sont un petit peu majorés pendant le premier et deuxième trimestre. Il y a un surcoût énergétique à peu près de 70 à 260 kilocalories par jour. C'est pas pour ça qu'il faut beaucoup plus manger, pas du tout, mais il faut bien s'adapter, bien choisir son alimentation. Et au troisième trimestre et pendant la période d'allaitement, eh bien, on a une majoration de 500 kilocalories par jour. En fait, eh bien, on a à peu près la moitié qui va être utilisée pour le développement fœtal et l'autre moitié pour l'augmentation de la masse sanguine, l'augmentation de la glande mammaire, de l'utérus et le métabolisme de repos. Alors, quel est le gain pondérable souhaitable? Le gain pondérable souhaitable va varier en fonction de l'indice de masse corporelle. Et donc, quand on est un plutôt maigre avec un indice de masse corporelle inférieur à 18,5, eh bien, on va essayer de prendre entre 12 kilos, de 12,5 à 18 kilos. Et quand on a au contraire un indice de masse corporelle supérieur à 30, il faudra faire attention. Globalement, selon les chiffres de l'ANSES, la prise de poids est d'à peu près 13 kilos en moyenne pendant la grossesse, mais il faut être extrêmement vigilant puisqu'il y a quand même 10% des femmes qui prennent plus de 20 kilos, ce qui est trop important, d'où la nécessité d'un suivi quand même très rigoureux. Parallèlement, eh bien, on a le nombre de femmes enceintes qui ont une obésité, qui sont obèses, est de 25%. Je vous rappelle que c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental avec des prises en charge assez spécifiques, puisque là aussi, ça a un impact par la suite sur, bien sûr, le fœtus, mais aussi l'enfant, la prise de poids chez l'enfant. On s'est aperçu qu'il y avait une augmentation des diabètes gestationnels. Donc, on a 11% des personnes qui ont un diabète, des femmes enceintes qui ont un diabète gestationnel. On était à 7% en 2010. Une hypertension artérielle, 4%. Et puis, dans les troubles fonctionnels, surtout en début de grossesse, on a quand même des nausées, des vomissements, avec 60 à 80% des femmes. Et là, il faut quand même faire attention puisqu'il y a des risques de déshydratation qui sont importants. Donc, c'est des conseils qu'on doit donner, notamment par rapport à l'hydratation, et faire attention aussi aux apports nutritionnels. On a à peu près entre 0,3 et 2% de formes graves, mais bon, ça, on les détecte relativement vite. Alors, quel est le statut globalement? L'étude ELF avait montré que globalement, on a quand même, chez la femme enceinte, un déficit d'apport en oméga 3. On pourra y revenir, et notamment éventuellement dans les questions. On va reparler tout à l'heure un petit peu du poisson, puisque les EPA, donc c'est des oméga 3 à longue chaîne qui sont vraiment nécessaires au développement cérébral de l'enfant. On va le trouver que dans les poissons. Les fibres, la vitamine B9, qui est indispensable aussi, la vitamine D, l'iode et le fer, et on va s'apesantir sur quelques aspects. L'apport en protéines peut être un petit peu majoré. On estime qu'il doit être majoré de 12% au troisième trimestre et de la grossesse, 10% aux 2 premiers. Alors, la vitamine B9, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental pour éviter les spina bifida, pour éviter l'anomalie de fermeture de tube neural, etc., les fentes palatines, d'où l'importance d'avoir un apport suffisant en folate. L'alimentation peut les apporter par les légumineuses, par les légumes à feuilles, mais la supplémentation est vraiment nécessaire. Et dans les recommandations aujourd'hui, on recommande un apport un peu systématique de 400 microgrammes par jour d'acide folique de cette vitamine B9. La vitamine D, mais on vous en reparlera, eh bien, elle est aussi absolument indispensable, bien entendu, pour éviter tout un tas de complications. Le fer, ça, c'est, je dirais, un échec que l'on a tous collectivement, les nutritionnistes, les obstétriciens, les sages-femmes, puisqu'on n'a que 55% des femmes qui ont un apport satisfaisant en fer. Donc, ça veut dire qu'on a 45% des femmes qui ont des déficits d'apport en fer alors que les besoins sont majorés. Ça a tout un tas de conséquences, bien entendu, d'anémie, de fatigabilité, aussi potentiellement de décès in utero.
il faut supplémenter éventuellement, mais Et là, surtout on est sur avoir la dans l'alimentation un apport on est sur suffisant en fer héminique, c'est-à-dire du fer qu'on va trouver un petit peu dans la viande, qu'on va trouver dans les poissons. Les besoins en iode, je vais insister un petit peu sur cet aspect-là, puisque en fait, on s'aperçoit qu'il y a des déficits d'apport en iode assez, assez frustres d'une certaine manière, mais qui ont quand même des conséquences, puisque cet iode va servir à la fabrication des hormones thyroïdiennes, les besoins augmentent et l'iode et les hormones thyroïdiennes pendant le premier trimestre vont être exclusivement d'origine maternelle et puis petit à petit, à peu près à 10-12 semaines d'aménorrhée, eh bien, le fœtus va commencer à fabriquer ses propres hormones, mais l'iode va provenir de la mère. Et cette iode, eh bien, parfois, eh bien, il n'y en a pas suffisamment. À telle enseigne que l'OMS propose une prophylaxie systématique. Vous verrez que finalement, ça peut être un peu plus compliqué que ça. Toujours est-il que c'est sur le plan alimentaire qu'on va trouver l'iode. Alors, il faut voir que les besoins en iode donc, augmentent chez la femme enceinte et allaitante, que les recommandations, le consensus sont autour de 200 microgrammes par jour. En fait, on s'aperçoit que les recommandations varient d'un organisme à l'autre, mais si on se base sur les recommandations européennes et françaises, on est aux alentours de 200 microgrammes. Il faut que cet apport soit essentiellement d'origine alimentaire. Tout déficit d'iode, d'apport en iode, va entraîner des troubles neurocognitifs chez l'enfant. Alors, on sait que dans les carences sévères, eh bien, c'est le crétinisme, mais actuellement, on s'aperçoit que des déficits d'apport modérés altèrent le développement cognitif de l'enfant. Donc, il faut être très, très vigilant par rapport à cela. Alors, il faut voir que l'iode, il y a un système de récepteurs qui intervient et les récepteurs peuvent être bloqués par différentes substances. Et quand on a une freination de l'assimilation de l'iode, bien entendu, c'est quelque chose qui est tout à fait péjoratif. Je voudrais quand même insister sur le tabac. Là aussi, c'est un échec. On a 21% des femmes qui démarrent leur grossesse, qui fument, et qu'en fin de grossesse, on est quand même à 15%, alors qu'on devrait être aux alentours de 3-4%. Donc on a un véritable échec par rapport à ça. Mais le tabac a des effets délétères que l'on connaît, mais en plus, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure pour la dernière diapositive, mais en tout cas, il intervient aussi en freinant l'assimilation de l'iode. On sait que les nitrates aussi, peuvent freiner l'assimilation de l'iode, les perchlorates, des composés perfluorés, les bisphénols, même si on est moins en contact avec le bisphénol F, A, il y a le F et le S, le triclosan qui est un biocide, c'est marqué sur l'étiquette, notamment des cosmétiques quand il peut y en avoir, les PCB, les retardateurs de flamme, certains pesticides et certains phtalates aussi, c'est des plastifiants, même si tous les phtalates ne sont pas considérés de la même manière. Donc, on a un impact de substances chimiques pour freiner l'assimilation de l'iode qui empêche. Sur le plan alimentaire, on a quelques aliments qui peuvent limiter aussi l'assimilation de l'iode. Mais je voudrais être très clair là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout d'interdire les aliments dont je vais vous parler, mais de les réduire. On sait que les crucifères peuvent limiter l'absorption de l'iode. Le manioc et le millet sur les femmes africaines qui continuent à en consommer pas mal quand elles sont en Europe. Certains légumes à feuilles, les épinards, les céleris, mais là encore, j'insiste bien, c'est sur des grosses consommations. Par contre, on fera attention aux charcuteries avec les nitrites et les nitrates. Et on fait très attention aussi au tofu. On va voir que le soja, c'est quand même quelque chose qui est déconseillé chez la femme enceinte. Et si certaines continuent malgré tout à prendre du soja, eh bien, il faut absolument supplémenter en iode et en tout cas être très vigilant par rapport à ça. Alors, l'iode, eh bien, on va l'avoir dans les produits de la mer, les poissons, les crustacés. Le sel iodé, qui est différent du sel marin, parce que dans le sel marin, eh bien, on va avoir l'eau qui va s'évaporer, l'iode aussi va s'évaporer, donc il faut rajouter de l'iode, c'est vraiment du sel iodé qu'il faut prendre. Évidemment, il faut faire attention non plus à ne pas se gaver de sel chez la femme enceinte. Donc les produits de la mer, les poissons, les crustacés, on va en avoir aussi un peu dans les produits laitiers, les œufs, les céréales, les viandes. En fait, c'est en fonction de la teneur des sols, et on a plus, par exemple, d'iode dans les produits laitiers sur les départements qui sont côtiers.
puisqu'on a une évaporation aussi de l'iode au niveau de la mer. Donc, on s'est aperçu qu'on avait un peu plus le beurre de Vendée, de Bretagne, contient plus d'iode que le beurre du Massif central. Alors, est-ce qu'il faut supplémenter en iode? Donc, le débat n'est pas tranché, dans la mesure où on a quand même des études qui montrent qu'on a, sur des tests psychomoteurs, on a des meilleurs résultats quand on supplémente les 2 premiers trimestres de la grossesse. Encore une fois, l'OMS est pour une prophylaxie systématique, mais il faut être prudent parce que finalement, si on a un apport d'iode trop important qu'on va mesurer par l'iodurie, malheureusement, le dosage n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais enfin bon, et on a une augmentation des risques de troubles thyroïdiens et de goitre chez l'enfant. Donc, il faut être assez prudent par rapport à cela. Alors, il faut agir aussi par rapport aux risques microbiologiques et chimiques dans l'alimentation. Les risques microbiologiques, les principaux sont la listériose, toxoplasmose, l'hépatite fulminante, la trichinellose. Donc ça, c'est les risques microbiologiques et parasitaires, hein, toxoplasmose et trichinellose. Grosso modo, c'est que des aliments bien cuits et jamais d'aliments crus. Donc ça, c'est une recommandation qu'on doit donner aux femmes enceintes. Il faut respecter cela. Ce n'est pas très compliqué, même à l'approche des fêtes. Donc, on va éviter les saumons fumés, on va éviter certains aliments, toujours du bien cuit. En général, les femmes, elles adhèrent bien à ça, hein. Et alors, voilà, en fait, on a, par rapport à toutes ces substances, on a de très, très nombreuses substances qui ont été analysées. Madame Cordier, au niveau de l'INSERM, en 2015, avait fait un recensement un petit peu de toutes ces substances qui ont des présomptions de lien qui sont quand même assez forts. Et vous voyez que, par exemple, sur la dernière ligne, le glyphosate, ça c'est quelque chose qui est très surprenant. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de réglementation par rapport à ça, notamment vous avez la femme enceinte, eh bien, on peut avoir des morts fétales avec quand même une présomption de lien qui semble assez forte. Donc, il faut faire attention à tout un tas de substances chimiques. Et j'insiste beaucoup aussi chez les femmes qui travaillent dans des situations à risque. Il faut absolument que la médecine du travail donne l'alerte à ce qu'elle fait, hein, d'ailleurs, par rapport à un certain nombre de substances auxquelles elles sont exposées. Alors, il y a des substances qui sont obésogènes, donc c'était l'hypothèse by Hamilton, où il disait que, il constatait que l'augmentation de l'obésité était parallèle à l'augmentation de la pollution chimique. Alors évidemment, ce n'est pas du tout une preuve, mais c'était une hypothèse. Et effectivement, on s'est aperçu petit à petit qu'il y avait un certain nombre de substances, les phtalates, les bisphénols, et certains composés des cigarettes qui pouvaient programmer le développement des adipocytes et finalement l'obésité chez l'enfant. Alors, on a un taux d'imprégnation quand même de polluants chimiques qui est très impressionnant. Ça, c'est l'étude d'Esteban. Je vous invite à vous y reporter. Donc, beaucoup, beaucoup de substances qui peuvent être présentes, et notamment chez l'enfant, à cette période de grande vulnérabilité, ce qui est tout à fait préoccupant. Donc là, on a des mécanismes d'action, des perturbateurs endocriniens qui vont agir sur des récepteurs, qui vont ensuite enclencher des phénomènes épigénétiques aussi. Je ne vais pas revenir là-dessus puisqu'on vous en a déjà parlé ou on va vous en parler. Mais on a quand même, ça c'est pour montrer qu'on comprend de mieux en mieux les mécanismes qui sont en jeu. Alors, aussi, un des objectifs que l'on a, c'est de mettre en garde les femmes enceintes, mais en même temps, on ne veut absolument pas être particulièrement anxiogène, même si la situation est quand même un peu perturbante. Donc, il faut bien faire la différence entre le danger et le risque. On peut avoir des substances qui sont extrêmement dangereuses, mais on n'a aucun risque puisqu'on n'est pas exposé. Et l'exemple que je donne souvent aux femmes enceintes que je suis ou lors des conférences que l'on fait à la clinique, c'est que, par exemple, les champignons, des champignons extrêmement vénéneux comme un amanite phalloïde, qui sont mortels, dangereux, mais le risque, il est nul. Et c'est pareil pour certaines substances aussi, à partir du moment où on n'est pas exposé. Et un des objectifs, c'est de tout faire pour que les femmes enceintes ne soient le moins exposées possible à un certain nombre de substances. Après, on a des mécanismes régulateurs au niveau de l'organisme pour supprimer ces xénobiotiques. Et le meilleur exemple que l'on a, c'est par rapport à un certain médicament qu'on arrive aussi à éliminer. Donc, il faut bien faire la différence. S'il y a un moment donné dans la vie où il faut consommer bio, c'est pendant la grossesse. Tout simplement parce on risque moins d'être exposé
à des substances chimiques de synthèse. L'agence l'ANSES elle préconise aussi de limiter l'exposition à des substances qui peuvent être potentiellement délétères. On a une meilleure densité nutritionnelle, mais une carotte reste une carotte. On protège l'environnement et on évite l'exposition aux nanoparticules. Je vous rappelle que ces nanoparticules qu'on a dans les produits conventionnels peuvent traverser la barrière phytoplacentaire, agir sur le fœtus. On a encore un rapport aujourd'hui, hier, qui vient de sortir de l'ANSES concernant ces nanoparticules et le peu d'informations que les industriels donnent, contrairement à la réglementation qui leur impose depuis 2015 de dire quand ils ont des nanoparticules, et c'est très très rare quand c'est mentionné. Donc on a un vrai problème avec ça, d'où une raison de plus de consommer du bio. Ensuite, on fait faire attention aux additifs alimentaires. Là, je vous parle des additifs sous forme de conservateurs. En fait, tout ça pour surtout vous dire que c'est très peu étudié chez la femme enceinte. Globalement, déjà, on a des soucis sur les méthodes d'évaluation de certains additifs qui sont très, très anciennes. Mais alors, chez la femme enceinte, et je vous rappelle que dans le bio, il n'y a que 48 additifs qui sont autorisés, dont 4 de synthèse. Alors que dans les produits conventionnels, eh bien, on en a plus de 300. Ce sont des colorants, des conservateurs, des antioxygènes, des émulsifiants. La viande, il faut faire très attention à ce que les gens consomment de la viande, mais de la viande maigre, c'est-à-dire de la viande sans gras. C'est quelque chose qui est tout à fait fondamental, puisque dans la viande, dans le gras de la viande, se concentrent des polluants dits lipophiles, comme les dioxines, les PCB. Et donc, quand on absorbe du gras de la viande avec des polluants, eh bien, on va avoir un phénomène de bioaccumulation, c'est-à-dire tout d'un coup, ça va rester dans l'organisme et ça va décharger. Donc, surtout de la viande maigre. Alors, on a besoin d'un peu de viande grâce à cause du fer héminique, mais on va faire attention à prendre cette viande maigre. Pour le poisson, encore une fois, on en a besoin à cause des oméga 3. Ça apporte de l'iode, du zinc. Alors là, la recommandation, c'est de dire on prend des filets entiers. Vous ne prenez pas des produits panés, vous prenez pas vous avalez pas par exemple des sardines en entier. On peut avoir en plus des éléments du plastique, enfin tout un tas de choses dans les intestins des poissons. Donc, c'est vraiment des filets entiers. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de conseiller aux femmes enceintes. Il y a beaucoup de questions par rapport à ça, notamment par rapport à la pollution des mers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de bénéfices. Il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens-là, à prendre du poisson qu'à ne pas prendre du poisson. Et on a du mal à détecter les zones de pollution qui fluctuent. Donc, on peut prendre du poisson. Les recommandations sont de prendre 2 poissons donc ça, c'est la recommandation officielle de l'ANSES. Vous pouvez prendre 2 poissons par jour, dont un avec des acides gras oméga 3. Donc un poisson gras une fois par semaine et un poisson maigre. Donc ça, c'est les recommandations de l'ANSES. Et il semblerait, selon les études que l'on a, que ça couvre les besoins en acides gras oméga 3. Donc les poissons gras, je vous rappelle, c'est les sardines, c'est le maquereau, le flétan, le saumon qu'on va choisir bio pour éviter qu'il soit nourri avec des produits OGM. Alors, plus de végétaux, c'est intéressant, mais il faut quand même faire attention aux véganes. Aujourd'hui, on a cette problématique avec un certain nombre de femmes qui prennent plus du tout de viande, plus de poisson, etc. Donc, on a des carences possibles en vitamine B12, c'est important, en vitamine D, en iode. On a des troubles du développement cognitif chez l'enfant. Et puis, à terme, l'enfant, il va être aussi végane. Et c'est tout un tas de frustrations, des déséquilibres alimentaires. Il n'a même pas le droit de prendre un œuf à la coque. Les substances controversées, je vais aller un peu vite. On fait très attention au soja. Le soja, c'est un perturbateur endocrinien. Alors, ça dépend du degré de consommation. On fait attention à toutes les margarines qui sont enrichies en phytostérol, en stanol, puisqu'en fait, ça va limiter la concentration de bêta-carotène dans le sang. Et puis, on fait attention à la caféine, qui peut entraîner des risques de croissance, de retard de croissance in utero. Et donc, on fait surtout attention, donc pas plus de 3 petites tasses de café par jour et surtout pas de boissons énergisantes qui contiennent de la caféine. L'inutilité des produits allégés, franchement, la plus light des boissons, c'est l'eau. Donc, on fait attention à ces édulcorants. On avait des études qui étaient sorties qui montraient qu'il y avait un risque potentiellement d'accouchement prématuré avec la consommation d'une boisson gazeuse light par jour. Donc, on va éviter. L'ANSES, elles disent que de toute façon, il n'y a aucun bénéfice à prendre ça, même si on n'a pas pu évaluer jusqu'à présent le risque. En fait, on a des études qui vont dans le sens de bénéfice-risque. Il y a plus de risques que de bénéfices. Alors, toujours la question de est-ce qu'on prend une eau embouteillée ou est-ce qu'on prend l'eau du robinet. L'eau du robinet est quand même bien contrôlée. Je vous ai marqué le site
en bas du gouvernement, eaupotable.santé.gouv.fr, toutes les communes de France sont répertoriées et on a une certaine information par rapport à ça, même si malheureusement, on va en reparler ensuite, toutes les substances ne sont pas analysées. Donc finalement, on peut agir. Donc les conseils que l'on peut donner, c'est de prendre du bio et ça évite l'exposition aux pesticides, de limiter aussi les perturbateurs par les emballages. Donc il y a des plastiques qui sont plus sûrs que d'autres, notamment quand on chauffe, mais l'idéal, c'est un peu les bocaux. Il faut faire attention aux ustensiles de cuisine. Donc on va choisir plutôt de l'inox, de la céramique et du verre, notamment pour réchauffer au micro-ondes. Pas de gras de viande, pas de charcuterie. Le soja, on l'évite. Et on avait eu quelques soucis à un moment donné avec le pain et les céréales, puisqu'on avait une mycotoxine qui se développait et qui sécrétait une Zéara éléone. Et heureusement, ça s'est arrangé au fur et à mesure. Donc maintenant, ce n'est plus un problème. Mais à un moment donné, on s'était demandé si on n'allait pas donner des conseils. Je vous parle de ça il y a 5-6 ans. Et en fait, la situation s'arrange. Je voudrais terminer en disant que l'ennemi public numéro 1, c'est la cigarette, surtout les produits toxiques. Les boissons alcoolisées, pas de boissons alcoolisées chez la femme enceinte. On ne sait pas à partir de quelle dose, ça n'a pas d'action, donc on l'évite. Si jamais elles en ont pris un peu, on ne les culpabilise pas, mais on leur dit d'éviter de prendre des boissons alcoolisées, toutes les boissons alcoolisées, et surtout ne pas fumer. Je vous remercie de votre attention et je m'excuse d'avoir dépassé un petit peu le temps. N'oublions pas qu'il est indispensable de cuisiner sa santé. Merci. Alors, moi, je vais vous parler donc de la prévention de l'obésité de l'enfant. Donc, pourquoi prévenir l'obésité? Parce qu'en fait, l'obésité, c'est une maladie chronique avec une morbidité chez l'enfant et qui augmente le risque des maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'asthme, l'arthrose, les troubles du sommeil, mais aussi plusieurs types de cancers chez l'adulte. Même si les chiffres de prévalence sont rassurants, puisqu'il semblerait qu'on atteigne un plateau. Alors, quelques chiffres. Donc, ça, c'est l'étude Infiscol qui a été faite en Midi-Pyrénées en 2016-2017. Et on peut voir qu'effectivement, entre la grande section maternelle et la 6e, il y a presque un doublement des chiffres avec 8,9% de surpoids avec l'obésité incluse contre 16,3% en 6e. Donc, pour reprendre une étude qui est connue, c'est l'étude Esteban, qui est une étude qui a été faite en 2015, qui reprend 3700 enfants entre 2014 et 2016, avec un poids et une taille qui ont été faites au domicile, donc ce n'est pas des données déclaratives. Donc, cette étude permet de comparer les données avec l'étude ENNS 2006, et on peut voir que finalement, tout âge confondu et tout sexe confondu, il y a une certaine effectivement stabilité de l'obésité avec 15,9% de prévalence chez les garçons et 18% chez les filles, avec globalement 3,9% d'obésité. Donc là, on peut voir en fonction de la maigreur normale, surpoids et obésité, mais quand même, globalement, on peut voir qu'à l'adolescence, on a un chiffre qui a tendance à augmenter en ce qui concerne l'obésité, surtout chez le garçon. Là, c'est la comparaison ENNS 2006 et Esteban 2015. Et vous pouvez voir que globalement, effectivement, il n'y a pas d'augmentation de ces chiffres. Alors, quelle est la définition de l'obésité? C'est une maladie chronique très complexe avec une accentuation des inégalités sociales. C'est véritablement une inflammation du tissu adipeux. Et si on reprend donc la définition de l'OMS qui explique que l'obésité, c'est une accumulation anormale ou excessive de la graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Si on va plus loin dans la définition, donc c'est une dysfonction du tissu adipeux avec une évolution en plusieurs étapes, une hypertrophie des adipocytes qui vont sécréter des adipokines pro-inflammatoires avec une infiltration par les macrophages et un remodelage fibro-inflammatoire. Et au-delà d'une certaine limite qui dépend bien sûr de la taille et du nombre des adipocytes et de leur fonctionnement, les acides gras libres ne pourront plus être stockés dans ces adipocytes et vont faire des dépôts ectopiques qui vont infiltrer les tissus. Et c'est là qu'on arrive véritablement au syndrome métabolique. Le statut pondéral également de la personne, il est influencé par le contrôle neuroendocrine du poids en lien avec la génétique.
Donc, c'est une maladie évolutive, oui, puisque le développement précoce d'un excès d'adiposité est associé à une haute probabilité de surpoids dans l'enfance, l'adolescence et à l'âge adulte. On sait aussi qu'une fois qu'il est développé, ce surpoids, que les adipocytes sont multipliés, il est difficilement réversible. Et on sait aussi qu'un gain de poids rapide dès la première année de vie prédit plus tard l'obésité dans la vie. Alors, quelle est la période justement intéressante? C'est les 1000 jours, c'est-à-dire de la conception aux 2 ans de l'enfant, puisque c'est une période critique pour les facteurs de risque de l'obésité infantile qui inclut la mère avec le déroulement de la grossesse. Donc, l'obésité préconceptionnelle et le gain de poids pendant la grossesse a des effets délétères sur la santé de la mère et de l'enfant, sachant qu'on sait que si une femme démarre sa grossesse avec un IMC en zone d'obésité, il y a 52% de plus de risque que les enfants qui vont naître deviennent obèses dans l'enfance, et cela monte à 62% dans l'adolescence. Concernant la grossesse, on sait aussi que si le poids pris pendant la grossesse dépasse les recommandations, l'enfant qui va naître aura 30% de risque d'être en obésité. Alors, comment agir? Donc, ce qui serait intéressant, et cela a été fait dans plusieurs études, notamment une étude que l'on avait fait à Toulouse, mais aussi en Franche-Comté, à Paris, qui s'appelait l'étude ETOAG. Donc, c'était de faire des ateliers, de prendre en charge les mamans pendant la grossesse, en travaillant sur l'alimentation et l'activité physique, et aussi en monitorant le poids et en valorisant bien sûr les résultats des femmes enceintes par les professionnels de santé. On arrivait à une chute du poids jusqu'à 2,2 kg. Le plus simple finalement serait quand même de contrôler le poids pendant la grossesse, et on sait que c'est d'autant plus simple que les femmes qui démarrent leur grossesse ont un IMC normal, sachant que le mieux finalement pour avoir un IMC normal en début de grossesse est de contrôler ce poids en interconceptionnel, et là peu d'études ont été faites, mais les études qui ont été faites montraient qu'effectivement si une mère voulait avoir un enfant, il était intéressant que pendant plusieurs mois, elle fasse attention à son poids, et donc on montrait que c'était tout à fait positif sur l'IMC. Alors, quel est l'impact finalement de ce travail pendant la grossesse pour essayer de faire diminuer la prise de poids pendant la grossesse? En fait, finalement, on se rend compte qu'il n'y a aucun effet sur le poids de naissance et sur la composition corporelle du nourrisson, et c'est ce qu'on a retrouvé aussi dans notre étude étoile, et qu'il fallait probablement avoir des stratégies qui s'adresseraient à d'autres facteurs de risque qui auraient un impact sur le poids de naissance, alors peut-être avec des interventions plus longues, avec des visites à domicile hebdomadaires qui sont commencées pendant la grossesse et qui se poursuivent pendant la petite enfance, et ça nous permettrait d'étudier les modèles impliqués dans la transmission intergénérationnelle de l'obésité de l'enfant et vraisemblablement d'en comprendre certaines causes. D'autre part, on sait que les femmes qui ont pris beaucoup de poids pendant la grossesse ont souvent beaucoup de mal à le perdre à l'accouchement et voire les années qui suivent, et ça, finalement, ça fait un facteur de risque supplémentaire pour l'enfant puisque c'est un environnement familial qui est tout à fait obésogène. Concernant le diabète gestationnel, de nombreuses études ont montré qu'il est important de prévenir et de prendre en charge l'hyperglycémie pendant la grossesse, puisqu'il y a une amélioration des contrôles glycémiques et cela diminue l'adiposité néonatale. Alors, le tabac, effectivement, je rejoins le docteur Chevalier pour dire que le tabac est très néfaste pendant la grossesse, que ça augmente le risque d'obésité infantile avec à la naissance un pourcentage de masse grasse augmentée avec moins de masse maigre, et qu'il y a une prévalence élevée de poids faible, de poids de naissance faible, avec un gain de poids rapide dans l'enfance précoce en lien avec des changements au niveau des marqueurs épigénétiques régulant la croissance fœtale et la croissance de l'enfant. Donc, différents mécanismes sont incriminés, notamment la perturbation du transport des nutriments du fœtus pouvant provoquer une faible croissance et atteindre des régions cérébrales du fœtus qui sont responsables de la régulation du système de récompense et de la balance énergétique. L'allaitement, donc ça aussi, ça donne lieu à de nombreuses études, notamment on sait que l'allaitement est protecteur contre l'obésité infantile, même si une étude en 2016 avait montré que ce n'était pas si évident que cela. De toute façon, on sait que l'allaitement est protecteur surtout par le degré d'autorégulation du bébé au sein,
plutôt finalement que par la composition du lait. Et l'étude de Yanji avait montré que le haut ratio était de 22% de moins de devenir obèse pour les enfants allaités par rapport aux enfants non allaités. Quoi qu'il en soit, on sait que l'allaitement a un effet positif pour l'enfant, mais aussi pour la mère. Concernant la diversification et l'introduction des protéines, donc là aussi, il y a d'autres études qui seraient à faire. Actuellement, il semblerait que la période la plus propice serait de commencer la diversification avant 6 mois et l'introduction des protéines autour de 6 mois. Concernant les facteurs sociaux et environnementaux, ils ont une importance haute puisqu'ils sont multifactoriels. La maison représente le mélange de facteurs comportementaux et environnementaux qui influencent l'enfant dans sa pratique d'activité physique et dans l'alimentation. Le sommeil qui fait partie aussi du cadre familial, on sait qu'il y a un lien entre le sommeil et l'obésité et que pour chaque heure de sommeil, le risque d'obésité est diminué de 9% pour les enfants de moins de 10 ans. Enfin, il n'y a pas que la famille, on sait aussi que l'activité des enfants et les modèles alimentaires sont sous l'influence de la scolarité et de la société. Les styles éducatifs, c'est très intéressant et ça a un impact sur toute l'enfance. En fait, une revue de la littérature en 2011 sur 7 interventions qui promeut le style démocratique, c'est-à-dire le style cadrant en décrivant l'alimentation et l'activité physique, qui est une alimentation saine, une pratique familiale d'activité physique, montre que ça améliore et que ça prévient l'apparition d'obésité chez l'enfant et l'adolescent, contre le style autoritaire où il y a des pratiques alimentaires sont le plus souvent restrictives, avec un modèle alimentaire parental de mauvaise qualité et un faible soutien parental concernant l'alimentation saine et aussi un bas niveau d'activité physique structurée de l'enfant avec les parents. Concernant la qualité émotionnelle des relations entre parents et nourrissons, on sait aussi qu'il y a une augmentation du risque d'obésité qui est en lien avec une réponse inadaptée aux émotions de l'enfant. Et les mécanismes régulant la balance énergétique sont complexes, ils sont interconnectés avec le système nerveux autonome qui se développe rapidement et précocement à la naissance. En réponse au stress, en fait, le système nerveux sympathique et l'axe hypothalamo-hypophyso-adrénergique sont stimulés et impactent l'appétit et l'humeur. Et une adaptation trop prolongée ou un stress extrême peut entraîner une accoutumance, voire une inefficacité des stimulations des signaux cérébraux qui aboutit à une prise alimentaire qui agit finalement sur l'homéostasie du glucose. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que la réactivité au stress, elle peut être transmise à travers les générations par voie épigénétique. Toujours concernant cette qualité émotionnelle des relations entre parents et nourrissons, une étude menée auprès de 500 parents d'enfants âgés de 2 ans et demi à 3 ans et demi avait montré que si l'attachement était insécure des parents vis-à-vis de leur enfant, le plus souvent il était associé à de faibles stratégies de régulation émotionnelle en réponse aux émotions négatives de leur enfant, avec peu de prises de repas structurés, plus de télévision, une alimentation de mauvaise qualité et le plus souvent aussi un sommeil de mauvaise qualité. Et en fait, les enfants avec une faible conscience et une faible régulation de leurs émotions avaient des difficultés à faire la distinction entre leurs émotions négatives et leurs sensations de faim et de satiété. Donc, si on reprend, en fait, chez des parents qui ont en fait un attachement sécure, un style parental plutôt démocratique, qui ont des croyances en matière de mode de vie sain, donc ils aident les enfants à acquérir des compétences, à améliorer leurs compétences concernant la gestion des émotions et leur compréhension des émotions. Et finalement, c'est des enfants qui seront au niveau individuel plus empathiques, avec une meilleure estime de soi et affirmation de soi, une meilleure auto-efficacité, et qui n'auront pas justement tendance à développer l'obésité. Par contre, si on se retrouve avec des parents qui ont une disponibilité alimentaire de mauvaise qualité, avec un modèle mauvais pour la santé, un attachement insécure, des parents qui ont un style parental autoritaire, et bien ces enfants auront en réponse justement au stimulus des affects négatifs, du stress qui va stimuler l'axe hypothalamo-hypophysaire et entraîner plus l'obésité par la sécrétion de cortisol. Et en fait, les enfants vont avoir une faim émotionnelle qui va entraîner une prise alimentaire et stimuler cette obésité.
Alors, concernant la prise en charge, finalement, avec tout ce que on vient de voir, on se rend compte que le médecin généraliste, le médecin traitant, c'est lui qui a un rôle fondamental puisqu'il a une vision transversale et longitudinale de toute la famille. Il connaît les facteurs de risque familiaux ainsi que l'environnement et il peut intervenir à toutes les périodes de la vie, étant le médecin traitant, bien sûr, à condition qu'il soit formé, qu'il ait les outils de dépistage. Donc, en reprenant, le médecin traitant, justement, il peut agir avant le souhait de grossesse en travaillant, en accompagnant la mère sur son IMC, sur les habitudes de vie saine. Une fois que la grossesse démarre en lien avec l'obstétricien, il peut accompagner la maman sur justement la prise de poids. Et donc, il y a cette période des 1000 jours qui arrive. Et à la naissance, il est là avec le pédiatre pour accompagner l'allaitement, travailler sur la diversification pour qu'elle soit faite au bon moment, les quantités, aussi accompagner les parents sur le style parental et sur les relations parents-enfants. Il y aura bien sûr ensuite un impact dans l'enfance avec tout ce qu'on sait qui peut favoriser la prise de poids, l'adolescence et également au moment de la transition. Toujours concernant la prise en charge, il n'y a pas que les parents, puisque les pouvoirs publics ont un rôle important, sachant qu'actuellement, le ministère de la Santé travaille sur la feuille de route obésité afin de lutter au mieux contre cette épidémie. Il y a également les programmes de prévention scolaire qui sont efficaces et qui ont montré leur efficacité à condition qu'ils soient précoces et suffisamment longs, qu'ils agissent sur l'amélioration de l'alimentation et l'augmentation de l'activité physique et que les parents soient aussi impliqués dans ces programmes. Finalement, l'obésité, ça concerne l'individu avec bien sûr la balance énergétique et donc avec les 1000 jours qui interviennent très tôt dans la vie, on l'a vu, avec les facteurs démographiques, mais aussi l'interaction gène-environnement et les facteurs psychosociaux. Ensuite, c'est les familles qui ont un rôle fondamental par rapport à l'enfant, avec tout ce qu'on vient de voir sur les parents. L'influence de la collectivité, il ne faut pas l'oublier, joue un rôle avec l'école, l'éducation, tout ce qui est espace vert, aires de jeu, pistes cyclables, chemin piéton, mais aussi, bien sûr, l'influence sociétale et la politique avec tout ce qui est politique gouvernementale, transport, agriculture, médias, etc. Donc, en conclusion, on peut dire que finalement, les habitudes de vie et l'environnement familial défavorable accentuent la prédisposition génétique, que l'acquisition des compétences et des habitudes de vie saines sont transmises par les parents dès le plus jeune âge et qu'il est très important de faire une prévention ultra précoce qui implique les parents et même dès que la femme est en âge de procréer, sachant que la prévention de l'obésité est l'affaire de tous. Je vous remercie. Donc moi, je vais être beaucoup plus pratique. Je vais vous partager l'expérience de l'équipe qui a mis en place cette éducation thérapeutique bulle ronde. Comme vous l'avez vu avec le docteur Jouret, dans les très nombreux facteurs de risque de l'obésité infantile, ces fameux 1000 jours sont très importants. Et donc, je vais parler essentiellement de la grossesse. Donc cette éducation a été initiée à la base, à la suite de l'étude ETWAG, qui a donc prouvé qu'on pouvait agir sur la prise de poids de la grossesse, qui est un facteur important une prise de poids importante augmente le grand risque de l'obésité infantile future. Donc, du coup, à la suite de cette étude ETWAG, nous avions un retour tellement positif des patientes et des équipes qu'a été créée cette éducation bulle ronde qui s'adresse à des femmes enceintes qui sont juste en surpoids. Donc, on a préféré réserver cette éducation dès un IMC supérieur à 25, ce qui est très faible. Et nous avons des IMC très élevés. Donc, elle se déroule une fois pendant la grossesse, en ce moment sur des patientes qui accouchent sur l'hôpital. Donc, les objectifs, bien sûr, c'est de mettre en place des éléments qui vont pouvoir agir sur ces fameux risques. Le fait que la personne enceinte soit à un IMC élevé ou que les deux parents, on n'y peut pas grand-chose au moment où l'enfant est conçu, bien sûr. Par contre, on peut jouer, donc comme vous ont dit
les médecins précédents sur le tabac, sur la prise de poids pendant la grossesse et sur la prise de poids rapide des enfants après leur naissance. Donc, la grossesse est un moment clé pour initier les changements, puisqu'il y a une prise de conscience. Très souvent, sur des premiers bébés, des patientes n'ont jamais fait trop attention à leur alimentation, et c'est en étant enceinte qu'elles découvrent le fait que manger, c'est s'occuper de sa santé. L'IMC maternelle est en grande augmentation, donc même si donc l'obésité infantile semble amorcer un plateau. Par contre, sur l'IMC maternelle, nous avons une croissance qui malheureusement, pour l'instant, ne stagne pas. Je vous ai mis les statistiques pour un premier bébé. Donc, pour un premier bébé, nous avons 20% des patients qui sont en surpoids, 12% en obésité. Et comme je ne sais plus qui l'avait évoqué, au fur et à mesure des grossesses, il y a une accumulation de poids et nous avons très régulièrement des patientes en surpoids pour le premier et en obésité classe 3 pour le troisième. Il y a énormément d'idées reçues sur la prise de poids, l'alimentation, l'activité physique et le tabac durant la grossesse. Et donc, cette éducation a pour but de casser ces idées reçues. Manger pour deux, on sait bon, maintenant c'est bien passé, mais il y a énormément de soucis encore. Les ateliers sont de 3 types. Donc, il y a atelier diététique. L'objectif, c'est se réconcilier avec l'équilibre alimentaire. On n'est pas dans des injonctions, on est dans de l'éducation à la santé. Tout cela du côté du fœtus, et de l'activité physique, parce que l'activité physique est un énorme facteur de bien-être, de bon accouchement. Ça, c'est vrai. Toutes les dernières études récentes ont bien prouvé que l'activité physique pendant la grossesse favorise un accouchement le plus naturel possible. Et ça, les femmes enceintes, elles sont très, très sensibles. On ne stigmatise pas le poids. C'est vraiment l'activité physique pure. Et ensuite, les ateliers pédiatriques qui sont toujours les plus demandés. Donc, de l'enfant à 2 ans, avec tout ce qui peut favoriser le gain pondéral excessif durant la première année. L'alimentation du nouveau-né, et enfin, en pratique, le diagnostic avec le calcul de l'IMC, c'est-à-dire que les mamans calculent l'IMC afin de pouvoir elles-mêmes voir un petit peu l'évolution du poids de leur enfant. Donc, simplement, j'étais en pratique, je vais vous donner quelques exemples d'ateliers que l'on utilise, qu'on a mis dans cette éducation bulle ronde. Donc, la diététique. Alors, la diététique, très souvent, les personnes qui ont un IMC élevé ont eu un passé avec la nourriture, souvent, elles sont en guerre avec la nourriture. Donc, on n'est pas du tout dans ces injonctions. On est plutôt pour être dans la qualité, dans la quantité d'une alimentation recommandée pendant la grossesse. Avec notre diététicienne, elle a pour objectif de vraiment exprimer les bienfaits pour le fœtus de chaque composant d'alimentation équilibrée. C'est-à-dire que, par exemple, les matières grasses, elle sera dans la qualité des matières grasses, pourquoi, le développement cérébral, etc. On est vraiment dans je m'occupe de mon enfant avec ce que je cuisine. Et la variété. Moi, je trouve que ce qui est le plus représentatif, c'est que lorsqu'une personne qui est originaire de pays avec avec des épices très variées dans l'alimentation, je vous parle du Bangladesh, etc. Lorsque ces personnes ont gardé une alimentation de leur pays, lorsqu'elles accouchent, le liquide amniotique a l'odeur et donc le goût de toutes ces épices. Donc, elles voient déjà que ça représente que les enfants ont déjà une éducation à la variété de l'alimentation dès leur vie intra-utérine. Et je trouve que ça fait la promotion de l'alimentation variée et donc avec beaucoup plus de chances d'être équilibrée. Le grand axe aussi par rapport à la prise de poids pendant la grossesse, c'est le fractionnement. La notion de grignotage et de fractionnement, le faire un goûter est une très très bonne chose, alors que le grignotage, bien sûr, ne l'est pas. Les ateliers donc en pédiatrie, donc multiples ateliers, donc notamment l'alimentation du nouveau-né, avec une formidable capacité des nouveau-nés à une autorégulation, comme vous a dit le docteur Jouret.
C'est-à-dire qu'ils sont capables d'adapter leur alimentation à leurs besoins. La promotion de l'allaitement maternel, bien sûr, hein, en ce moment, on est toujours là-dessus, mais vous avez énormément de personnes qui en sont en surpoids, qui sont réticentes à l'allaitement maternel. Donc, on essaiera de lever quelques freins. Et si jamais il y a une alimentation artificielle qui est choisie, il n'y a pas d'ordre à donner. On expose les éléments et après, chacun est libre. À ce moment-là, on va les sensibiliser au fait que donc cet enfant ne finira peut-être pas forcément le biberon, il n'y aura pas de souci que pour rapporter à une alimentation au sein, où l'enfant, comme je vous disais, autorégule ses besoins. Ensuite, la réponse aux pleurs qui est très importante. Estimer la quantité de pleurs par jour, que c'est normal qu'un enfant pleure, puisque une personne qui aura des rapports à la nourriture perturbés aura tendance à aller vers l'alimentation pour calmer des pleurs de bébé. On est tous comme ça, hein. Et ensuite, le calcul de l'IMC en pratique avec la calculette pour calculer un IMC, le reporter dans le carnet de santé de son enfant, puisque c'est vrai que les parents puissent eux-mêmes calculer l'IMC de l'enfant permet, hein, le docteur Jouet l'a dit, qu'au fur et à mesure de leur vie, si jamais il y a une accélération de la croissance, il puisse y avoir une réactivité plus rapide de l'équipe, du médecin, des parents, etc. Ensuite, les ateliers de sage-femme. Donc, d'abord, on a une activité pratique d'activité physique. Le fait qu'elle voit que faire du sport pendant la grossesse est tout à fait faisable. Donc, bien sûr, c'est des sports doux, sans danger particulier. Entre parenthèses, vive le confinement, parce que grâce au Covid, on a eu beaucoup plus de vidéos sur Internet pour faire du sport quand on est enceinte. Et ensuite, autour de la prise de poids, donc les idées reçues sur la prise de poids, donc le fameux kilo par mois là qui a fait beaucoup de mal. Donc je vais vous donner donc 2 types d'exemples d'ateliers sur la prise de poids. Par exemple, le docteur Chevalier a parlé de la prise de poids moyenne qui est de 13 kilos. Donc, un des ateliers consiste à décortiquer donc cette prise de poids de 13 kilos. Donc, quand une personne a accouché donc, le 1er décembre d'un beau bébé de 3 kilos, que représentent les 13 kilos, en détaillant tout ce que ça implique, donc le poids du bébé, du placenta, du liquide, un petit peu du sang, un petit peu la masse graisseuse au niveau des seins, le changement de constitution des seins. Et en fait, à la fin, sur ces 13 kilos, l'idée, c'est de se rendre compte qu'il y a à peu près 6 kilos de réserve, hein, de cellulite, qui est très, très importante, hein, pour qu'une grossesse se déroule bien, et puis pour pouvoir allaiter. Par contre, quand on est à un IMC à 40, c'est qu'on est assez bonne, on a assez de réserve, et donc peut-être que ce poids-là, on n'a pas forcément besoin de le prendre. Parce que les mamans sont très stressées à l'idée de perdre du poids pendant la grossesse. On a très régulièrement des personnes, alors c'est plutôt pour les obésités un peu importantes, les 3 premiers mois, beaucoup perdent 2-3 kilos sans forcément vomir, sans rien. Et elles sont très inquiètes, et l'entourage est très inquiet, alors que c'est rien du tout. Et donc l'autre atelier, c'est aussi d'exprimer le poids du bébé. Donc comme je vous disais, à 3 mois, un bébé ne pèse, elles le regardent sur l'échographie, mais elles ne l'ont pas regardé, il ne pèse que 50 grammes. C'est vraiment tout petit, tout petit. Et donc, elles se rendent compte que si jamais, à 3 mois, on a pris 4 kilos, ce qui n'est pas exceptionnel du tout, eh bien, ces 4 kilos, c'est 3 kilos 950 de réserve, donc de cellulite. Et donc, si jamais on est déjà un petit peu en surpoids, c'est trop. Après, à 5 mois, les bébés font... J'ai presque fini. Font 500 grammes et à terme, bien plus. Et donc, juste pour conclure, je voulais vous dire que donc la grossesse est un moment clé pour les changements en faveur d'une bonne hygiène de vie. Docteur Jouret en a parlé, pour toute la famille, c'est-à-dire que si on arrête de boire du coca à table, c'est pour la vie, et une prise de conscience et une éducation à la santé, hein. Je vous ai mis l'activité physique à côté, puisque l'activité physique est une façon de s'occuper de sa santé. On peut faire des choses, et donc il ne faut pas baisser les bras. Et l'objectif aussi est d'effectuer une bonne réassurance des futures mamans sur leurs compétences pour savoir ce qui est bien pour leur enfant, et une restauration de la confiance en soi. Merci. Voilà, j'y suis. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer d'aller vraiment rapidement pour laisser du temps aux questions-réponses. Je vais vous présenter l'étude sur l'alimentation totale infantile qui avait été
conduite par l'ANSES en 2011 et dont les résultats ont été publiés en 2016. Par définition, donc les aliments, ce sont à la fois des apports des nutriments nécessaires, mais aussi malheureusement des vecteurs de substances chimiques pas forcément bienvenues dans l'alimentation. Et donc, quand on veut faire l'évaluation des risques, des évaluations de risques qui soient utiles pour la gestion des politiques publiques, il faut regarder à la fois la qualité nutritionnelle de l'alimentation et aussi, bien sûr, les expositions à ces substances chimiques intempestives. Alors, l'ANSES avait fait deux études de l'alimentation totale, EAT1 et 2, en 2004 et 2011 respectivement, pour la population générale des personnes âgées de plus de 3 ans. Et l'ANSES s'est autosaisie pour réaliser cette même étude chez les enfants de moins de 3 ans en 2010. Enfin, l'étude a démarré en 2011. Pourquoi? Parce que les enfants de moins de 3 ans sont à la fois plus sensibles aux expositions à différentes substances et puis qu'ils présentent un ratio en poids, hein, un ratio consommation rapporté au poids corporel qui est plus élevé que lorsqu'on grandit et qu'on devient adulte. Et enfin, pour la troisième raison, c'est qu'effectivement, les enfants de moins de 3 ans consomment des aliments spécifiques à cet âge-là. Alors, la méthode de cette étude, elle a été faite à partir de données de consommation alimentaire qui est ancienne déjà, qui date de 2005, mais qui présentait l'intérêt d'avoir un échantillon représentatif de quand même 705 enfants non nourris au sein, qui ont été répartis en 4 classes d'âge pour suivre les étapes de la diversification alimentaire. Donc, 705 enfants représentatifs de la population. Parallèlement, l'étude a réalisé l'analyse de près de 5500 échantillons alimentaires représentant finalement 87% du régime alimentaire de cette tranche d'âge. Et au sein de ces échantillons, 2 types de substances ont été recherchées, analysées, quantifiées. Vis-à-vis de la qualité nutritionnelle de cette ratio alimentaire, ce sont 12 minéraux qui ont été recherchés. Et vis-à-vis des risques toxicologiques, ce sont 400 substances réparties en 8 catégories que vous avez sur la droite de la diapositive, les éléments traces métalliques et minéraux, qui sont des nutriments, mais qui peuvent aussi être délétères quand ils sont en excès. Les polluants organiques persistants, ça a été évoqué par M. Chevalier, les composés néoformés au sein de l'alimentation, les mycotoxines qui peuvent se développer en particulier dans les céréales, des substances issues des contenants alimentaires, les phytoestrogènes et stéroïdes sexuels d'origine animale et donc perturbateurs endocriniens entre guillemets naturels, les additifs et les résidus de pesticides. Donc au total 400 substances analysées. Et puis pour essayer de mesurer le risque associé à ces expositions de type alimentaire, un choix parmi la littérature, dans la littérature et les bases toxicologiques, le choix à la fois de valeurs nutritionnelles de référence vis-à-vis de la qualité nutritionnelle de la ration alimentaire et des valeurs toxicologiques de référence vis-à-vis du risque toxicologique. Les résultats vis-à-vis, donc pour le risque toxicologique, vis-à-vis de la première catégorie, éléments traces métalliques. Donc, on a observé une situation qui a été jugée à l'époque de l'échantillonnage et des analyses, donc en 2011-2012, jugée préoccupante vis-à-vis du plomb, de l'arsenic inorganique, du nickel. Polluants organiques persistants, une situation jugée préoccupante vis-à-vis du risque dioxine et furane et polychlorobiphénylé.
Dans la catégorie des composés néoformés, l'acrylamide et les furanes. Pour les mycotoxines, c'est T2, TH2 et le déoxynivalénol. Et puis, c'est tout. Il n'y avait pas, dans les évaluations de risque qui ont été faites, il n'y avait pas de situation jugée préoccupante vis-à-vis des autres substances potentiellement contenues dans l'alimentation des 0-3 ans. En revanche, le risque, ce n'est pas parce que la situation n'était pas jugée préoccupante que le risque ne pouvait être exclu. Et donc, vous avez, je ne vais pas les passer là un par un, mais vous avez un certain nombre de substances dans la deuxième ligne du tableau pour lesquelles le risque lié à l'exposition alimentaire ne pouvait pas être exclu, en tout cas pour cette analyse de risque réalisée en 2011. Donc ça, c'était les résultats toxicologiques. Les résultats vis-à-vis de la qualité nutritionnelle, donc vis-à-vis des 12 minéraux. Pour ce qui est de l'insuffisance d'apport, puisque pour toutes ces substances et ces minéraux, il faut être sur la bonne quantité, le bon apport, ni trop ni trop peu. Et donc, on a observé une potentielle, enfin, chez une certaine proportion d'enfants, une insuffisance d'apport en zinc pour la tranche d'âge des 7 mois 3 ans, également de fer, et pour les 1 à 3 ans, chez une petite partie, une insuffisance d'apport en calcium et une insuffisance d'apport en fer. À l'inverse, avant 6 mois, parfois, mais c'était essentiellement chez des enfants, enfin exclusivement d'ailleurs, je crois, chez des enfants qui avaient été allaités avec du lait courant et non pas des préparations infantiles, des dépassements des apports en calcium. Et à l'autre bout de ces jeunes enfants, donc la tranche d'âge d'un an à 3 ans, des dépassements pour ce qui était du manganèse, du cuivre, du sélénium et du zinc. On le voit, beaucoup d'autres substances, il était impossible de conclure soit une insuffisance, soit un excès d'apport chez ces jeunes enfants. Donc, en conclusion, les risques toxicologiques, ce qu'on peut déduire de l'ensemble des centaines d'analyses qui ont été faites et des évaluations de risques, c'est que globalement, pour plus de 90% des substances qui avaient été étudiées, l'exposition était tolérable ou acceptable vis-à-vis des risques. En revanche, il persistait 9 substances pour lesquelles la situation était préoccupante en termes de risque toxicologique, et en gardant en tête que effectivement, plus l'enfant grandit et plus les co-expositions sont fréquentes, puisque son alimentation est de plus en plus diversifiée et donc il est potentiellement exposé à plusieurs substances parmi les 9 en même temps. Concernant les risques nutritionnels, globalement pour les 12 minéraux étudiés, les apports étaient plutôt satisfaisants vis-à-vis des besoins nutritionnels, mais on a vu quelques apports soit insuffisants, soit en excès selon la tranche d'âge considérée. Et du coup, après les résultats de ce travail énorme, l'ANSES a fait un certain nombre de recommandations. Pour elle, alors c'était donc, ça a été publié en 2016, donc les choses ont peut-être un peu évolué depuis. Puis je me réfère à ce qui a été dit plus tôt dans la succession des présentations. À l'époque, en tout cas, il réaffirmait que l'alimentation avant 6 mois, c'était soit du lait maternel, soit une préparation infantile et pas de lait de vache avant 1 an, en raison des risques d'exposition aux dioxines furanes et polychlorobiphénylés, en plus des excès en calcium que j'évoquais tout à l'heure. Vis-à-vis des emballages, ça a déjà été évoqué, je crois, préférer des contenants en verre ou en papier carton en raison de la possibilité d'exposition aux phtalates. Pour essayer de réduire l'exposition au plomb, la meilleure recommandation qui ait pu être faite, c'était de varier le régime alimentaire
vis-à-vis des polychlorobiphényles, dioxines et furanes, sélénium qui était en excès, je vous rappelle, chez les plus âgés, et le méthylmercure aussi, pas plus donc de 2 portions de poisson par semaine, ça a été dit, car c'est un fort contributeur de ces substances. Et parmi les deux rations, les 2 portions de poisson, une de poisson gras, donc ça a été dit, saumon, maquereau, hareng, truite fumée. Concernant le nickel, la proposition, la recommandation était de réduire la consommation des produits chocolatés. Pour l'aluminium, c'était un peu comme pour le plomb, c'est varier les légumes consommés pour potentiellement réduire l'exposition. Le strontium, c'était la recommandation est de ne pas utiliser d'eau minérale pour la reconstitution des biberons. De l'eau de source, oui, mais pas de l'eau minérale. Utilisez plutôt des eaux non minéralisées, puisqu'on peut arriver à des excès d'apport en strontium. Et la génistéine, qui est un perturbateur endocrinien attaché à la consommation de produits à base de soja, donc limiter cette consommation. Alors, il s'est passé des choses depuis cette étude et potentiellement aussi vis-à-vis des recommandations faites à ce moment-là. Concernant le plomb, en 2013, donc juste après l'étude, il a été, les concentrations limites réglementaires pour l'eau potable ont été sérieusement réduites. Vis-à-vis de l'arsenic inorganique, donc qui était détecté en excès, les teneurs réglementaires ont été réduites depuis 2016 pour le riz et les préparations à base de riz. Le riz est un fort contributeur de cet arsenic inorganique. Les bisphénols, le bisphénol A a été interdit en France depuis 2015 dans les contenants alimentaires. Le truc, c'est qu'il a été remplacé par d'autres bisphénols dont on ne sait pas trop s'ils présentent des dangers comparables. On n'a pas fait encore suffisamment d'évaluation des risques pour le bisphénol B, C et D, je crois. Du coup, la recommandation reste tout à fait valide. Ne pas réchauffer les aliments au micro-ondes dans des contenants en plastique. Alors voilà un peu les conclusions de cette étude. Je la replace dans son contexte. Je vous ai déjà dit ça au cours de la présentation. Cette étude avait, comme toutes les études, il n'y a pas aucune étude qui soit formelle. Il y avait un certain nombre d'incertitudes. La première portait sur les valeurs toxicologiques de référence, parce que celles qui étaient disponibles dans la littérature n'étaient pas forcément toujours très bien adaptées à cette tranche d'âge des 0-3 ans. Donc, les évaluateurs de risque ont essayé de faire au mieux en se disant que le risque n'a jamais été écarté quand on avait une exposition qui était trop proche de la valeur toxicologique de référence, même si cette dernière n'était pas celle des 0-3 ans. Et puis l'incertitude, c'est sur les effets cocktails qui sont non pris en compte, qui est la non prise en compte finalement à la fois des effets cumulés potentiels, mais des effets parfois même synergiques. Il y a parfois des effets antagonistes, ça c'est le mieux, mais il y a parfois des effets additifs des différentes expositions et parfois des effets synergiques. Ça n'a pas été pris en compte dans cette étude. Les autres limites, c'est dans l'échantillon des enfants concernés, il n'y avait pas donc d'enfants allaités, pas de prématurés. Elle ne concernait que les enfants résidant en France continentale. Il n'y avait pas d'analyse de risque vis-à-vis des intoxications aiguës. Ça amène plutôt au risque accidentel. Il n'y avait pas d'analyse de risque non plus vis-à-vis de préparations très particulières qui peuvent être des préparations culturelles liées à la culture des familles et non plus à la consommation de produits bio, parce que les produits bio, on est tous d'accord là-dessus, c'est beaucoup mieux, mais il y a quand même des substances exposantes dans les produits bio. Les expositions et donc les risques associés à ces expositions ont été limités à la voie alimentaire.
l'exposition prénatale in utero n'a pas été prise en compte. Et puis enfin, comme je vous l'ai dit, cette étude commence un petit peu à dater et c'est vrai qu'elle mériterait complètement d'être refaite aujourd'hui. Mais c'est un travail tellement énorme que voilà, il y a toujours des limites de faisabilité vis-à-vis de ce type d'études. Je vous remercie. Merci à tous les orateurs pour leur présentation, le temps à peu près respecté. Et donc, j'ai vu pas mal de questions sur le chat. Donc, on va peut-être commencer. Alors, la première n'est pas une question, mais c'est une demande par Stéphanie F. de donner des références sur alimentation bio et grossesse. Je pense qu'il y a, donc c'était une question adressée plutôt à l'exposé de Laurent Chevalier, je pense qu'il y a des références dans tout ce qui a été compilé par le comité d'experts. Il y a énormément de références, donc peut-être qu'en le lisant, vous aurez ce que vous souhaitez. Ensuite, les alternatives pour les femmes enceintes végétariennes, c'est une question de Lucille R. Je pense que Laurent, vous y avez à peu près répondu, mais peut-être que s'il y a besoin de plus de détails, c'est revenu une autre fois, ainsi que l'alimentation bio pendant la grossesse. Donc voilà, ce sont deux questions qui sont revenues. Alors, encore une fois, pour l'alimentation bio, je pense qu'elle est vraiment indispensable. Parfois est évoqué les problèmes de budget. Et en fait, dans ces cas-là, en consultation, on fait une analyse de ce qui est mis dans le caddie. Et on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de produits qui sont mis dans le caddie, comme par exemple des biscuits, parfois des sodas. Alors justement, il faut les éviter. Et donc, il faut mettre tout ça un petit peu de côté. Et ensuite, à budget égal, on arrive à consommer du bio. Le bio, c'est quand même beaucoup démocratisé. Il faut dire aussi que le bio en grande surface, maintenant, est assez sûr en termes, parce qu'en fait, il y a des analyses qui sont faites toxicologiques. Alors, il faut mieux, bien sûr, prendre du bioéthique, mais le bio industriel, en termes de santé, est assez sûr. Donc, de ce côté-là, c'est assez rassurant. Alors après, qu'une femme ait des tendances végétariennes, nous, ça ne nous pose pas de problème particulier si elle consomme des œufs, si elle consomme des produits laitiers de façon régulière, qu'il n'y a pas de risque de déficit en vitamine B12. Et on surveille bien le fer, bien entendu, pour éviter qu'il y ait trop de déficit en fer. Par contre, pour les véganes, c'est une vraie préoccupation. Donc, le vegan, c'est une vraie préoccupation puisqu'il peut y avoir de multiples carences. Et puis, il y a souvent chez les véganes des consommations de soja dont on a vu que ça pouvait favoriser les infertilités. Enfin, il y a des études qui montrent que ça peut favoriser des infertilités chez la descendance mâle, que ça peut favoriser aussi certains cancers, notamment cancer du testicule, etc., cancer du sein. Donc, c'est une vraie source de préoccupation. Ça limite l'absorption de d'iode. Donc, je pense qu'il faut tout faire pour déconseiller aux femmes enceintes d'être véganes. En revanche, une bonne surveillance chez les femmes végétariennes, en général, ça se passe bien. Et lorsqu'elles sont véganes et qu'elles veulent continuer, est-ce qu'il y a des possibilités de… Certaines sont véganes, on supplémente. On regarde justement pour l'iode, on regarde pour la vitamine D, on regarde pour la vitamine B12, on regarde un petit peu pour tout ça. Donc, il faut une surveillance très, très, très accrue par rapport à ça. C'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Il faut voir que les apports pour le fœtus sont insuffisants. Intrinsèquement, on est des omnivores. C'est pas par hasard, si vous voulez. Donc, après qu'il y ait une réticence à consommer trop de viande, ça on peut le comprendre. Et ça, on adapte, bien entendu. Mais il ne faut pas oublier que fondamentalement, on est des omnivores. Donc, il y avait, merci. Ensuite, des questions sur les perturbateurs endocriniens avec un effet obésogène, plutôt pour Béatrice Jouret. C'était une question de Nathalie Ferrand-Lefranc. Alors, je ne sais pas si c'était une question vraiment ou une affirmation. Alors, Béatrice, je ne sais pas si tu veux répondre. Je suis la mieux placée. Il y a des données sur… alors, chez l'humain, c'est plus difficile de démontrer tout ça. Par contre, chez d'autres mammifères,
en particulier chez les souris. Chez les rongeurs, on a bien montré que, comme le bisphénol A par exemple, pouvait modifier l'hypothalamus, donc entraîner une obésité effectivement chez la descendance, une puberté prématurée. Donc voilà, il y a des données chez l'homme. Alors moi non plus, je ne suis pas forcément bien placée. Pour ça, je n'ai pas vu sur ce thème des données dans le dossier qui a été fait. Peut-être n'y en a-t-il pas. En tout cas, voilà, le bisphénol A, ça a été démontré chez d'autres mammifères. Ensuite, il y avait une question dans laquelle tu pouvais répondre, Béatrice, sur ne faudrait-il pas refaire les courbes de croissance du carnet de santé? Oui, concernant les courbes d'IMC, elles ont été changées puisque depuis le 1er avril 2018, il y a les nouvelles courbes d'IMC internationales qui ne sont plus les courbes françaises. Donc, il n'y a plus des percentiles, mais c'est les seuils internationaux. Donc, avec l'IOTF 25 pour le surpoids et l'IOTF 30 pour l'obésité, il y a même l'IOTF 35 pour l'obésité sévère. Mais par contre, les courbes de croissance, effectivement, taille-poids sont vieilles maintenant, puisqu'elles datent de 54. Et on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y a une demi-déviation standard concernant la taille de plus, enfin de moins, disons que les enfants qui sont en moins de DS actuellement sur nos courbes du carnet de santé, c'est en moins 2,5. Et donc, franchement, vraiment, il y aurait urgence à changer ces courbes. Et donc, la question était aussi dans la même question. Est-ce qu'on peut dire qu'un enfant, qu'un bébé est obèse alors qu'il s'autorégule? Alors, Béatrice, je te laisse répondre. Sinon, alors, ça dépend s'il est allaité, hein, parce que souvent, les enfants qui sont allaités sont des enfants qui sont plutôt ronds. Hein, mais en fait, les enfants qui sont... Et tout dépend de l'allure de la courbe d'IMC aussi. Les enfants qui sont pas allaités, effectivement, il faut quand même s'en inquiéter très tôt quand même, si on voit qu'il y a un IMC qui monte, qu'il n'y a pas cette fameuse redescente de l'IMC, effectivement, très tôt, on peut parler d'obésité, oui. Il y avait aussi une autre question sur l'impact, un peu sur l'épigénétique, l'impact de l'obésité du père sur le poids de naissance de l'enfant. Alors ça, si je peux me permettre, en fait, il y a eu des études qui ont été faites. Donc, le risque pour l'obésité infantile, c'est multiplié par 2. Donc, c'est-à-dire que quand juste la maman est obèse ou les deux parents, lorsque les deux parents sont atteints, c'est multiplié par 2. Donc, en effet, c'est important. C'est pour ça que je parle de la famille dans la globalité. Exactement, oui. Exactement. Donc ça, c'est peut-être les facteurs génétiques. Oui. C'est-à-dire que ça peut être aussi épigénétique. Oui. Épigénétique aussi. Pour les facteurs épigénétiques aussi, oui. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi des anomalies qui ont été mises en évidence, des anomalies épigénétiques dans le sperme, des personnes, des pères plutôt obèses. Après, évidemment, c'est très difficile de tirer des conclusions rapides. Hein. Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Mais oui, effectivement, cette question est une question intéressante qui explique que chez nous, mammifères, il y a le père et la mère et que donc, voilà. y compris pour l'obésité, c'est important. On a besoin des messieurs, mais de temps en temps. Et il y a aussi des données autres qui montrent dans des études qui ont été faites dans justement cette succession de famines et de repas plutôt importants qui montraient qu'avec de très très bonne documentation, par exemple la famine en Hollande dans les années 40, eh bien, on a montré qu'au contraire, dans la descendance, et là ça se retrouve dans 2 générations, les petits-enfants de ces pères avaient plus d'obésité et plus de maladies métaboliques que les enfants qui n'avaient pas eu cette famine, puisqu'il y avait plusieurs zones dans ce pays. Donc, c'est très intéressant à quel point il y a effectivement une régulation métabolique épigénétique et que l'obésité, mais aussi le manque, peut avoir des conséquences épigénétiques qui se transmettent. Il y a eu 2-3 questions sur l'épigénétique. Ensuite, une question intéressante également, c'est quelle est la qualité de l'alimentation de la femme enceinte? Là, peut-être tout le monde peut répondre s'ils ont des réponses, en dehors du poids de la femme enceinte. Et la personne qui était Marion Smith de Interfell disait une femme enceinte peut ne pas être en surpoids et s'alimenter avec des produits trop gras, trop sucrés. Voilà. Donc, quelle est une ébauche de réponse dans ce contexte?
Non, mais ça, je Peut-on pense mal que manger? Peut-on mal manger, qu'est-ce que soit son poids pendant la grossesse? Et est-ce que ça a une influence sur l'enfant, le poids de naissance et sa santé? certainement, on a des éléments, par exemple, par rapport à cette alimentation que tu as transformée, l'abus d'additifs. Donc, on commence à voir des éléments qui apparaissent de ce côté-là. Donc, effectivement, on voit des femmes qui ne sont pas forcément en surpoids, mais qui font tout pour se restreindre, qui boivent des sodas allégés, certaines qui fument aussi. Donc, bien entendu, là, on explique que l'alimentation saine est tout à fait fondamentale, et notamment bio. Ça, c'est certain. Donc, il faut aussi savoir que, par exemple, il y avait, en 2007, il y avait eu un congrès sur périnatalité à Montpellier, et justement, avait été évoqué le problème des sodas. C'est-à-dire que les femmes enceintes qui boivent du soda vont imprégner d'arômes leur liquide amniotique. Et finalement, le futur enfant qui va naître, c'est un bon client pour ces vendeurs de soda. Et donc, il y a quand même ça à voir aussi. Et parallèlement, il y avait une étude qui avait montré que quand la mère, elle consommait plus facilement des carottes, par exemple, ça a été fait sur la carotte et la vanille, eh bien, l'enfant acceptait plus facilement certains légumes par la suite. Donc, il faut toujours avoir présent à l'esprit que le liquide amniotique va être imprégné par certains arômes alimentaires, par certains composés qui vont influencer ensuite l'alimentation du jeune enfant. Donc, c'est tout à fait fondamental. Et effectivement, ce n'est pas que le problème, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, ce n'est pas que le problème du surpoids, c'est le problème vraiment de la qualité de la nourriture, et aussi de limiter le risque à la fois toxicologique et de carence, bien entendu. Deux points sur l'hypominéralisation molaire incisive, qui est décrite de plus en plus souvent chez les enfants aujourd'hui. Donc, il y a une question de la salle, donc c'est Manon qui l'a posée, et une réponse. Personnellement, je ne connais pas cette réponse donc, de Madame Ferrand-Legrand, en disant que le bisphénol A été peut-être incriminé dans cette MIH. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre, je ne le sais pas moi-même. Et je ne me souviens pas si c'est dans les documents qui vont vous être proposés par le comité d'experts. Est-ce que quelqu'un ici a cette réponse? Moi, ce que j'avais en tête, c'est qu'effectivement, les bisphénols, il faut plutôt les fuir, quoi. Après, la question, j'arrive pas à retrouver la question précise. C'était Manon, vous disiez? Oui, hypominéralisation des molaires et des incisives. Ah oui, non, ça, je sais pas par contre. Ouais. Ça, je sais. Je n'ai pas vu sur les bisphénols, mais c'est possible, hein, en tout cas. C'est évident que l'état de santé des dents actuellement est moins bon, même, et ça reste même si on ajuste sur les prises de sucre rapide, hein, de sucrose. Donc, il y a certainement autre chose, en effet. Il y avait une petite question sur les yaourts basiques avant 1 an. Béatrice, tu veux répondre? Oui, je pense que oui, il n'y a pas de souci. Oui, c'est tout à fait possible. Ça dépend de la tolérance digestive de l'enfant. Bien sûr, mais normalement, il n'y a pas de problème pour les yaourts. On peut le donner yaourt. Oui. Alors pareil, si on a des yaourts bio, c'est encore mieux. Hein, alors, est-ce qu'on a 5 minutes? Combien? 3 minutes. Peut-être nous avions reçu donc des questions auparavant qui étaient peut-être, on peut répondre au moins à une. Je me demande si Sylvie Gassadou ne veut pas répondre. On avait eu des questions, vous vous rappelez, sur la nature de l'eau du robinet. Je pense que c'est une question qui n'a pas été reposée là, mais qui me paraît importante. Comment est surveillée l'eau du robinet? Quels sont les risques? C'est pas vis-à-vis des résidus de médicaments? Alors, c'était perturbateur endocrinien, voilà. Donc, en particulier des médicaments, oui. Alors, l'eau, un certain nombre des participants dans l'assistance doivent le savoir, l'eau est effectivement le produit alimentaire aujourd'hui le plus contrôlé. Il y a 3 types de contrôle.
un contrôle vis-à-vis du risque biologique, avec la recherche de marqueurs de contamination bactériologique. Il y a un contrôle de la teneur en nitrate, ça lié à des excès de nitrate qui sont mauvais, on l'a vu pour la santé, et lié potentiellement aux pratiques agricoles utilisant les engrais. Et puis, une recherche de résidus de pesticides. Alors, il n'y a pas de recherche spécifique de perturbateurs endocriniens, donc les perturbateurs endocriniens, ils peuvent être inclus parmi il y a beaucoup de molécules de pesticides contrôlées, mais pas spécifiquement les perturbateurs endocriniens qui peuvent être des pesticides, mais qui peuvent être de toute autre origine. Et par exemple, justement, les résidus de médicaments et tous les médicaments finalement qui se retrouvent dans l'eau brute, ça n'est pas encore contrôlé. Il est prévu, j'ai essayé de me renseigner, il est prévu, ça fait un moment déjà, je ne sais pas vous dire quand est-ce que ce sera réellement mis en place et concrètement, mais un contrôle effectivement de l'eau potable vis-à-vis des résidus de médicaments, parce que c'est une autre source effectivement de perturbateurs endocriniens. Merci beaucoup. Je vois que le temps qui nous est imparti est terminé, avec des questions et des réponses sur justement ces maladies d'hypominéralisation molaire et incisive, avec des données, un enfant sur 2 en cabinet dentaire. Merci Madame Nathalie Ferrand-Lefranc. Et donc 16 à 18% des enfants de 6 à 9 ans, c'est des données de l'INSERM, voilà, qui ont été publiées par Sylvie Babachko. Et il y a une personne qui dit merci pour les références que l'on nous donne, puisqu'on a même sur le chat des références. Écoutez, je pense qu'il nous faut conclure cette séquence qui, à mon avis, a été très intéressante, très riche, que vous pourrez suivre aussi, si vous le voulez à distance, le revoir. Et tous les documents que vous allez recevoir, je pense, seront d'une utilité pour nous. En tout cas, ça l'a été, je pense, que pour toutes les personnes qui se sont jointes à nous. Et je remercie à nouveau toutes les personnes qui ont organisé cela, en particulier Marie Donus, avec qui nous avons échangé, Guillaume Reis qui a fait que cela ait pu être fait à distance. Bon après-midi à tous.